Donc je vais à présent demander à monsieur le docteur Vincent Morel de bien vouloir rejoindre le pupitre. Merci beaucoup Sandrine, beaucoup de pression quand même pour essayer de vous raconter ce qu'est la nouvelle loi, ce qu'est le nouveau plan de soins palliatifs dans un moment normalement qui se veut festif, qui sont les 10 ans d'un magnifique anniversaire, donc je vais essayer de ne pas être trop sédatif. Et donc pour éviter ça, je n'en parlerai qu'à la fin, comme ça après on pourra aller faire dodo avec une magnifique sédation généralisée sous hypnose. Mais je prends ça parce que je suis sûr que si je faisais un petit sondage, qu'est-ce qu'on allait retenir des débats actuels sur la fin de vie, la sédation? Et je vais essayer de vous montrer que la question est beaucoup plus large, que les réflexions sont beaucoup plus profondes et que la réponse à la fin de vie en France, la réponse à comment accompagner une personne qui arrive au terme de sa vie ne passe pas simplement par une modification législative d'un article de loi, quand bien même c'est l'article numéro 3, mais passe aussi par une véritable prise de conscience des enjeux autour de la fin de vie et d'une réponse qui se veut à la fois politique et une réponse de santé publique. Et pour arriver à cette double réponse, la réponse politique par la loi et la réponse de santé publique par le développement des soins palliatifs, il a quand même fallu 3 ans, enfin, même un peu plus. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a un président de la République qui a dit, mesure 21, qu'il faudrait en donner des conditions pour pouvoir mourir. Enfin, j'ai oublié tellement c'était assez complexe. Mais il a eu au moins comme souci de créer les conditions du débat et les conditions de la réflexion. Et je crois qu'on est peut-être un des seuls pays à avoir, pendant 3 ans, réfléchi aux conditions de la fin de vie en France, au travers de débats publics. C'est ce qu'avait proposé le professeur Sicard, et moi j'ai souvenir d'avoir assisté à quelques débats publics qui ont été extrêmement pertinents, au travers d'une sollicitation du Comité consultatif national d'éthique, au travers d'un panel citoyen en décembre 2013, où on a réuni pendant 4 week-ends 20 personnes qui n'avaient rien d'autre à faire que de réfléchir sur la fin de vie. Je pense que par moments, ils ont dû peut-être un peu souffrir. Et puis, on a aussi demandé aux espaces éthiques régionaux de réfléchir. Le tout pour aboutir à un rapport du Comité consultatif national d'éthique. Donc si vous voulez lire sur les à peu près 1500 ou 1700 pages de documents qui ont été écrits depuis 3 ans, un seul document, je vous invite à lire que le rapport du CCNE, c'est pas le comité, c'est pas l'avis, c'est le rapport du CCNE de l'automne 2014 qui visait à faire une synthèse de la réflexion, et j'ai essayé de reprendre avec vous quelques éléments de ce rapport. Enfin, il y a eu la mission Claes-Leonetti qui a abouti au mois de décembre à une proposition d'un plan de développement des soins palliatifs et à une loi qui a été votée par une large majorité. Mais avant de rentrer dans le détail des deux, à la fois du plan et de la loi, j'aimerais en introduction prendre peut-être un tout petit peu de distance. Une distance en évoquant d'abord les idées, les points qui nous rassemblent tous ce soir et les points de divergence. Les points qui nous rassemblent, c'est d'abord notre subjectivité, qui est une subjectivité incontournable. C'est-à-dire la façon dont moi je parle de la fin de vie, la façon dont Sandrine parle de la fin de vie, est liée à son histoire, est liée à mon histoire, et donc la façon dont vous pensez la question est liée à votre propre histoire. Je me rappelle un jour avoir discuté, échangé avec un sénateur, et au milieu de l'entretien, il me disait ô combien il fallait dépénaliser l'euthanasie, puis au moment d'une discussion, il me dit, vous vous rendez compte ? Tous mes frères d'armes que j'ai vus mourir sur le champ de bataille dans d'atroces souffrances, un docteur, il faut dépénaliser l'euthanasie. Que pouvais-je répondre à cet homme qui, à un moment donné, me faisait la confiance de s'épancher sur une blessure profonde? Sauf que derrière, il fallait quand même discuter avec lui et dire que lorsqu'il aurait à voter au Sénat, il aurait certes à voter en fonction de lui-même, mais aussi en fonction d'orientation politique ou de santé publique. On est donc traversé par notre histoire. Et tout le monde est traversé par notre histoire et jusqu'au plus haut degré de l'État. Et ce n'est pas un hasard si le président de la République a pris 3 ans pour modifier le texte législatif, et ce n'est pas un hasard pour ceux qui connaissent un peu son histoire personnelle. S'il a refusé de franchir ce que le CCNE appelle une ligne de fracture, qui est la dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce qui veut dire donc que ce soir, je ne suis pas totalement objectif, mais je suis aussi traversé par ma propre histoire, et vous ne m'en voudrez pas parce qu'on vit tous avec son histoire. Il y a 4 autres points qui nous rassemblent, je vais passer plus rapidement. D'abord, le refus de l'acharnement thérapeutique. Si dans la salle, une personne veut mourir en souffrant, qu'il lève la main
et j'appelle immédiatement une personne pour l'enfermer parce que ça n'existe pas. Le refus de souffrir aussi, le refus de l'acharnement thérapeutique. On est tous d'accord aussi pour qu'on offre à la personne malade une plus large place dans les décisions qui le concernent. Et simplement pour faire plaisir à Palliadome, nous allons tous être d'accord ce soir pour développer les soins palliatifs. Parce que 10 ans, il faut qu'ils arrivent quand même à 20 ans. Mais derrière ces points de convergence, on a aussi des points de divergence, des points dans la réflexion qui nous écartent. Tout d'abord, sur la sémantique. Réfléchissons aux mots euthanasie passive, euthanasie active, sédation, sédation terminale, suicide, suicide médicalement assisté, que de termes qu'il est extrêmement difficile de définir. Et donc, osons aussi parler de mots communs, c'est-à-dire osons définir les termes. Et je n'aborde pas le terme « mourir dans la dignité ». Que ne dit-on pas sur l'idée de mourir dans la dignité? Je fais cours de temps en temps aux étudiants en médecine et je leur propose de commencer par un sondage VSD. Donc je pose la question, qui est dans l'assistance et prêt pour souhaite mourir dans la dignité? Ils lèvent tous la main, puisque c'est des personnes comme nous, sensées. Et je leur dis, vous êtes étudiant en médecine, donc il ne vous viendrait pas à l'esprit de répondre à un sondage, quand bien même c'est un sondage VSD, sans en connaître les termes. Donc maintenant, vous allez me définir la dignité. Silence dans la salle, plus personne ne levait la main. Je leur dis que ça ne pose pas de problème et que c'est normal, puisque nous avons 4 heures de cours pour aborder rien que ce concept. Et à la fin, il m'importe peu de savoir s'ils considèrent que la dignité est plutôt intrinsèque ou extrinsèque à l'homme. Ce qu'il m'importe, c'est qu'ils sachent pourquoi ils ont répondu oui à la question. Et ça, c'est fondamental, d'oser réfléchir sur l'idée qu'on peut avoir une conception différente du mot dignité. Et que selon que l'on va avoir une conception ou une autre, je ne vais pas pouvoir la détailler ce soir, on va quand même répondre à la même question, oui, je veux mourir dans la dignité. On a également des divergences que j'appellerais une tension entre une valorisation individuelle et une attention à la dimension collective. Dans les débats, dans les discussions, j'entends un certain nombre de personnes, et dans ce que je dis, j'estime totalement ce qu'elles disent, qui ont envie de décider pour elles-mêmes, qui ont envie de dire « moi je prends la décision parce qu'il m'importe de prendre cette décision pour moi-même ». Et puis d'autres personnes, et peut-être que parmi les soignants, il y en a beaucoup, qui disent « quand je prends une décision pour un patient, je pense également aux autres patients. Et est-ce qu'une décision que j'ai prise, je suis capable de la reproduire pour tous les patients que je prends ? Est-ce qu'une décision que je prends pour un patient, pour une personne âgée démente, ne risque pas de me mettre à mal dans d'autres prises en charge? Et donc on a cette vision collective. Et dans cette vision collective, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a des limites dans ce qu'on peut faire ou dans ce qu'on ne peut pas faire. Le concept d'autonomie aussi est un peu prêté à divergence. Sommes-nous des êtres autonomes? Un courant philosophique pense que l'homme est totalement libre et autonome. Un autre courant philosophique tout aussi respectable pense que l'autonomie de l'homme est contrainte. Je donne simplement mon avis, ça n'intéresse que moi, mais je pense qu'à partir du moment où on est malade, on n'est déjà plus complètement autonome. Et que même le médecin que je suis n'est pas non plus totalement autonome, et que l'autonomie est relative. Dire cela ne veut pas dire que dans mon exercice professionnel et dans l'exercice professionnel des soignants, on n'essaye pas de tenir le plus haut possible l'autonomie du malade. Ce n'est pas contradictoire, hein, mais on a le droit d'échanger et de partager sur ce concept. Un autre élément, c'est ce que je vais parler de la notion d'intention, ce principe du double effet. Souvent, dans les débats, on me dit « Docteur Morel, vous êtes gentil avec votre principe du double effet, mais quand vous augmentez ou que vous endormez un malade et qu'il meurt, vous l'avez tué. » Non, si, à la fin, il est mort. Alors, en fait, comment penser ce concept? C'est qu'il y a deux choses. Soit je regarde les éléments qui ont guidé mon acte, soit je regarde la conséquence de mon acte. Si je ne regarde que la conséquence de mon acte et que dans une situation donnée, j'estime que le moins mauvais état des choses est peut-être que la personne fût décédée pour ne pas souffrir. Ce n'est bien qu'une hypothèse. Que cette situation soit liée à une injection létale, une piqûre qui provoque la mort, ou à la conséquence indirecte d'un traitement qui vise à le soulager, si c'est la conséquence que je regarde, les deux gestes sont équivalents. Et donc l'euthanasie ou l'arrêt d'un traitement est équivalent. Mais si je dis qu'il y a une différence majeure
entre arrêter un traitement qui maintient une personne en vie et dont le décès sera consécutif à l'arrêt avec le fait de donner la mort, on voit bien qu'à ce moment-là, notre éthique, la pensée, ne vise pas à regarder les résultats, mais ce qui a guidé l'action. Ce qui veut dire que sur un même acte, on peut regarder une décision par deux projecteurs différents. Et ça ne veut pas dire que l'un aura tort et que l'autre aura raison. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on doit à ce moment-là se jeter des anathèmes en disant qu'on ne comprend rien à ce que l'autre vient de dire. C'est tout simplement qu'on regarde une situation avec des projecteurs différents, avec des prismes différents, qui sont tout aussi respectables les uns que les autres. Mais je prends toujours un exemple qui n'a rien à voir, mais imaginez par exemple que dans un match de foot, il y a une équipe qui a le droit de jouer avec les mains et l'autre avec les pieds. Vous voyez immédiatement que ça va devenir difficile si on ne définit pas la règle. Dernier point de divergence que je vois de temps en temps dans les débats, c'est la notion de fonction de la médecine. Quelle est la fonction de la médecine? Est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment donné, la fonction de la médecine puisse être de donner la mort? Je vais très directement à cette question-là. Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Celui qui pense oui est tout aussi respectable que celui qui pense non. Je n'ai pas à juger. Sauf qu'on voit les choses différemment. Et il me semble plus intéressant, peut-être qu'on va essayer de faire un petit peu ensemble, de réfléchir aux points qui nous rassemblent et aux points qui nous séparent et de travailler à essayer de se comprendre plutôt que de vouloir répondre au sondage VSD « Suis-je pour dépénaliser l'euthanasie ou le suicide assisté ?» C'est ce qu'a dit le CCNE dans son rapport de septembre 2014. Il y a dans la société, chez les soignants et chez le grand public, des vrais points de convergence, des vrais objectifs communs à partager. Et puis, il y a des lignes de crête, il y a des lignes de tension, il y a des lignes de fracture possibles. Et le CCNE n'invitait pas à franchir ces lignes de fracture, ces lignes de dissensus, mais invitait plutôt à y réfléchir. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen de rendre le débat serein et d'accepter de mener une réflexion commune. Alors, ayant dit cela en introduction, un petit peu longue, vous m'en excuserez, qu'en est-il aujourd'hui de la mort en France avant de réfléchir à ce que pourra être le mourir de demain et la réponse que l'on peut apporter demain? Aujourd'hui, je dirais qu'on vit une évolution de la fin de vie qui pourrait être caractérisée par 4 adjectifs. La médicalisation, l'institutionnalisation, une mort institutionnalisée, une mort spécialisée, confiée à des acteurs spécialistes sur la fin de vie, et à une mort qui serait maîtrisée. Pourquoi une mort médicalisée? Parce qu'avant, on ne confiait pas aux médecins la question de la mort. Mais aujourd'hui, la mort, il faut mourir de quelque chose de médical. Je me rappelle cet étudiant qui était avec moi en garde. On voit une charmante personne très âgée arriver aux urgences. Elle était tout simplement en train de mourir de sa belle mort. Et la première question de l'étudiant, c'est « De quelle maladie meurt-elle » ? Je ne sais pas. Quel traitement allons-nous lui faire? Pas grand-chose. On va la déshabiller. Je dis non, ça ne sert à rien. On va simplement essayer de l'accompagner, de s'assurer qu'elle ne souffre pas, et puis on va quand même avoir le droit de s'autoriser, de dire qu'une personne puisse mourir de son âge sans vouloir médicaliser la mort. Ce qui m'a posé un problème pour le certificat de décès, parce que dans le certificat de décès, il faut mettre la cause de la mort. Là, j'ai mis arrêt cardiaque. Ah oui. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une médecine qui est extrêmement puissante. Et c'est le paradoxe de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'à nous, médecins, on peut demander quasiment de vivre indéfiniment. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai un accident de la route, ce que je n'espère pas, et j'arrive en réanimation. J'ai mon foie ne marche plus. C'est pas grave, on va mettre un masque et un foie artificiel. Mes reins ne marchent plus. C'est pas grave, on va mettre une dialyse, une espèce de rein artificiel. Mon estomac, mes intestins ne marchent pas. C'est pas grave, on me perfuse directement dans les veines, on me donne les nutriments. Mes poumons ne marchent pas. Il y a 5 ans, ça posait problème. Maintenant, il n'y a pas de souci, on met une petite valise à côté, à peu près comme un peu plus petit que la chaise. Ça s'appelle une ECMO, c'est-à-dire une circulation extracorporelle. Le sang sort, c'est très joli, c'est rouge. Il est oxygéné, et hop, il repasse chez moi. Directement, poumon à l'extérieur. Et mon cœur, il flanche, là, il n'est pas bien.
Pas de problème, on me met une contre-pulsion, on se met une espèce de petit cœur artificiel, et voilà que je survis. Vous allez me dire, et le cerveau? Eh oui, le cerveau, ça paraît important, mais ce n'est pas ça qui fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est le tronc cérébral. C'est une zone extrêmement bien protégée. Donc on peut être dans un coma végétatif et pour autant être parfaitement en vie. Si je dis cela, c'est qu'aujourd'hui, la question de la mort naturelle, à mon sens, n'existe plus parce qu'on appelle toujours à une décision médicale. Alors, ça peut paraître caractéristique. En réanimation, on voit bien la décision médicale d'arrêt de traitement. On va arrêter cette machine, mais vous voyez bien les situations que c'est en train de créer. La médecine crée des situations très complexes. Mais la question de l'arrêt de traitement, du refus de l'acharnement thérapeutique, c'est aussi le médecin généraliste qui va dire qu'il n'adresse pas un patient aux urgences. C'est le médecin généraliste qui va dire qu'il ne met pas en œuvre tel ou tel traitement, qu'il ne met pas en œuvre telle ou telle exploration. Aujourd'hui, on ne peut pas mourir de mort naturelle, ou dit autrement, on ne peut pas mourir sans qu'à un moment donné, un médecin ait dit qu'il ne mettra pas en œuvre quelque chose qu'il aurait pu le faire. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment faire. Je sais comment faire. La question est de savoir, faut-il faire et quand faut-il faire? Et c'est ça la vraie question de l'acharnement thérapeutique, avec la difficulté, c'est que je serai le premier quand même à demander à ce qu'on s'acharne. Et on verra qu'il y a une différence entre l'acharnement thérapeutique et l'obstination déraisonnable. Après, il y a quelques années, on mourait à la maison. Alors il y a toujours un paradoxe, il y a toujours l'idée d'avoir envie de mourir chez soi à 70%. Pourtant, est-ce que la société est bien organisée pour accompagner la fin de vie à domicile? Peut-être un peu plus en ce moment, mais on a quand même grandement l'impression que la mort doit être institutionnalisée, c'est-à-dire à l'hôpital. Y a-t-il pas un paradoxe à craindre l'acharnement thérapeutique, à craindre une médicalisation de la mort et aller là où il y a la médicalisation et là où il y a l'acharnement thérapeutique à l'hôpital? Il est extrêmement difficile à l'hôpital de mourir sans perfusion. Il faut une sacrée volonté. De mourir habillé avec son propre pyjama à l'hôpital, c'est une... là, il faut faire 25 courriers. Pourtant, à quoi ça sert d'être à l'hôpital en pyjama? Surtout quand on est à la fin de sa vie, il n'y a pas grand-chose. Mais on est quand même à l'hôpital. Elle est médicalisée, elle est institutionnalisée, et il y a aussi un souci, c'est que la mort est déniée. Il y a une espèce de déni de la mort. Alors on sait qu'il y a un déni de la mort dans la société, mais il y a aussi, à mon avis, un déni de la mort chez les médecins. Et le déni de la mort a conduit, me semble-t-il, à un paradoxe, c'est qu'on a spécialisé la fin de vie et qu'on l'a confiée à des spécialistes palliadomes. C'est-à-dire à des acteurs de soins palliatifs, à moi-même. Avec une espèce d'utopie de considérer que si on appelle palliadome, excuse-moi Sandrine, on va avoir une mort idéale. Sereine, bien accompagnée. Pas du tout. Je m'excuse, mais la mort, elle reste quelque chose d'une souffrance absolue. Elle reste quelque chose d'une horreur. Et comme j'avais dit un jour à un député, vous savez, j'ai beau savoir plein de choses, il y a quelque chose sur lequel je ne pourrai jamais agir, qui est la séparation. La souffrance de la séparation. Et ne pensez pas que c'est en précipitant le décès qu'on résout cette souffrance de notre destinée humaine qui est de mourir. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déni de la mort dans la société, mais il y a aussi un déni de la mort dans la médecine, chez les médecins, mais aussi un déni de la mort dans la société. Je n'ai pas le temps de vous raconter la mort de Quenotte, qui est la mort du lapin de ma fille. Oui, Quenotte, Blette, le lapin. Mais aujourd'hui, on ne peut plus évoquer la question de la mort. J'ai voulu prendre, quand j'étais président de la SFAP, plein de rendez-vous. Les seuls où on ne m'a pas répondu, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des défenseurs des animaux dans la salle, vous m'excuserez. Mais il faut quand même que nos enfants appréhendent la question de la mort. Et je préfère qu'ils l'appréhendent avec peut-être un animal de compagnie que le premier contact qu'ils aient avec un mort, ça soit un frère, une sœur, un parent, un grand-parent. Donc moi, je suis pour le fait que dans toutes les classes, en début d'année, il y a un lapin. On laisse les enfants s'en occuper. Et normalement, à la fin de l'année, on a à s'occuper du décès du lapin, d'expliquer ce qu'est un rite, d'expliquer ce qu'est un enterrement, d'expliquer ce que c'est que la mort. Voilà, Quenotte le lapin. En fait, j'ai rien fait pour qu'il meure, il a simplement mangé des baies. Et après, il a fallu expliquer à ma fille. J'espère qu'elle n'est pas traumatisée, autrement ça va me coûter cher en psychologue.
Mais il y a ce déni qui fait qu'on va la confier avec un risque de finalement créer un nouveau modèle de la belle mort, que seraient les soins palliatifs. Et tout à l'heure, vous évoquiez la socialisation de la fin de la mort. Il faut à tout prix que nous travaillions collectivement à resocialiser la mort et à ne pas dire « la personne va mourir », j'appelle les soins palliatifs. Le dernier point que je voudrais mettre comme élément caractéristique, me semble-t-il, après avoir dit que cette mort, elle était médicalisée, elle était à l'hôpital et elle était spécialisée, c'est qu'elle est maîtrisée. Quand j'ai rencontré Alain Claes et Jean Leonetti pour préparer un petit peu leur texte de loi, la question qu'ils m'ont demandé, c'est « Monsieur Morel, est-ce que vous pourriez être capable de me prédire la fin de vie d'une personne ?» Alors j'étais avec Jean Leonetti, j'avais déjà croisé un petit peu, j'ai dit « Monsieur le député, vous êtes cardiologue ?» Oui. Est-ce que vous n'avez pas souvenir d'accompagnement des personnes qui présentent une insuffisance cardiaque? C'est des patients qui n'arrêtent pas de ne pas mourir. Ils ressuscitent tout le temps. C'est le fait même de l'insuffisance cardiaque. Il me dit oui, c'est vrai, ils ne mourraient jamais quand on le pensait. Ce qui veut dire, alors je le dis sérieux un peu sur le temps parce qu'on est le soir, mais ce qui veut dire qu'il y a l'idée de vouloir tout maîtriser et de vouloir tout faire en fonction d'une certitude, comme si on avait la boule de cristal qui nous dirait le moment qu'il reste. Et il faudrait qu'on règle nos pratiques en fonction d'un avenir incertain qu'on voudrait certain. Et cette question de la maîtrise, on pourrait y voir dans l'acharnement thérapeutique et dans l'euthanasie les deux faces d'une même pièce. Dans l'acharnement thérapeutique, on maîtrise la vie, on maîtrise en quelque sorte la mort. Dans l'euthanasie, on maîtrise la mort, en quelque sorte, on maîtrise la vie. Dans le nouveau dispositif de loi, et en particulier de la sédation, je me méfie beaucoup de cette notion de maîtrise, comme si de faire dormir une personne anesthésierait la mort. Nous avons tous l'expérience qu'endormir une personne, ça n'anesthésie pas du tout la question de la mort. Ça apaise une personne qui souffre. C'est quelque chose de différent, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'on a aujourd'hui une mort qui est probablement, que les anthropologues étudieront dans 10 ou 20 ans avec un regard pertinent, qui a conduit au développement des soins palliatifs depuis une vingtaine, une trentaine d'années, qui sont considérablement développés. En France, les soins palliatifs sont devenus un vrai progrès médical, développé globalement sur notre territoire, qui est regardé par des pays à l'extérieur comme étant, pour nous, un pays bien développé en termes de soins palliatifs. Il y a eu des grands développements à l'hôpital, et grâce au réseau, grâce aux équipes mobiles, grâce aux hospitalisations à domicile, on augmente aujourd'hui notre capacité de pouvoir accompagner une personne à domicile dans de très bonnes conditions. Néanmoins, malgré ces progrès considérables, on pourrait presque dire qu'on est au milieu du gué et qu'il y a autant encore à faire que ce qui a été fait. C'est le constat qui a été mis en évidence en particulier dans le rapport Sicard, où en écoutant nos concitoyens, qu'est-ce qu'on entendait? Qu'ils avaient peur de souffrir, qu'ils avaient peur de ne pas être écoutés, et qu'ils avaient peur d'être mal accompagnés et de ne pas pouvoir mourir là où ils voulaient. Et de plus, on entendait parfois des descriptions de situations qui me faisaient honte à moi comme médecin, parce qu'on voyait encore, on entendait encore des personnes qui, de toute évidence, avaient souffert, alors même qu'on avait des techniques pour les soulager. Et là, ça mettait en mal ce qu'on dit comme soignant de soins palliatifs depuis longtemps, le problème de formation. Donc les patients nous disent, les usagers, je ne suis pas assez écouté, je ne suis pas assez soulagé, je ne suis pas forcément suffisamment bien accompagné, et nous, les soignants, nous disions, nous ne sommes pas suffisamment formés, et il y a des efforts à faire en termes de développement des soins palliatifs. L'intérêt de ce débat a aussi été très clairement, et le CCNE y a participé, de ne pas focaliser la question que sur l'euthanasie ou le suicide assisté, qui est une vraie question, qui pourra être abordée. En particulier, la question du suicide assisté, qui est à mon avis la vraie question. C'est-à-dire la question de savoir si une société s'autorise à un moment donné à aider une personne à ce qu'elle se donne la mort sous certaines conditions. Quand je dis ça, je ne dis absolument rien de comment on peut penser la question, mais je dis que c'est ça, la vraie question. Mais c'est la société qui se la pose. Il ne s'agit pas de demander à la médecine de faire quelque chose dont, à mon avis, ce n'est absolument pas la mission. Donc le législateur a un peu écouté le CCNE et a proposé deux pistes que je vais essayer de développer maintenant. À la fois une piste de santé publique, qui est le développement des soins palliatifs, et une réponse politique, qui est la nouvelle loi.
En 15 minutes, je vais essayer de vous faire les deux. C'est parti. La réponse de Santé publique, c'est le nouveau plan de développement des soins palliatifs 2015-2018. Il y a 44 mesures, je vous les épargne, je vais vous donner les 4 grands axes. J'étais tout à l'heure avec quelqu'un de l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes. Yes, maintenant, il y a 2 belles régions. Et les 4 axes sont les suivants. Le premier axe, c'est la question de l'information. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que vous-même, et la conférence de ce soir en fait partie, soyez mieux informés sur vos droits, ne serait-ce que sur le droit de pouvoir mourir chez soi si on le souhaite. Ça, c'est extrêmement important. On verra tout à l'heure comment être plus au courant des directives anticipées, de ce que sont les personnes de confiance. Le deuxième axe nous concerne, nous les professionnels de santé, c'est-à-dire être mieux formés. Je résume. Un chiffre pour résumer. Vous avez en France, pour l'ensemble des 8000 étudiants ou 7000 étudiants en médecine, 5 professeurs de soins palliatifs. Ça fait à peu près un professeur pour 1500 étudiants. Vous avez dans certains services de médecine, pas Clermont-Ferrand parce que c'est pas aussi grand que ça, mais on va aller à la PHP par exemple, Paris. Dans certains services de médecine, par exemple en pneumologie, moi je suis pneumologue, plus de professeurs de pneumologie pour un service qu'il n'y a aujourd'hui de professeurs de soins palliatifs pour l'ensemble du territoire. Voilà un chiffre simple pour dire qu'il y a des progrès considérables en termes de formation, à la fois médicale. Alors là, je me forme pour moi-même, je forme les étudiants pour moi-même plus tard, hein, parce qu'ils vont s'occuper de moi, donc on les forme bien, mais aussi en formation continue et aussi pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les kinés, pour les psychologues. Oui, il y a besoin d'avoir une formation pour appréhender la question de la fin de vie. Le troisième axe, c'est un axe qui intéresse totalement le Palliadome, qui est l'axe du développement de la prise en charge de proximité. L'idée, c'est de dire qu'il faut être en capacité d'accompagner les personnes là où elles le souhaitent, et en particulier à domicile. Les 3 premiers plans de développement des soins palliatifs ont surtout permis un développement dans le champ sanitaire, c'est-à-dire à l'hôpital. De très gros progrès ont été faits. Aujourd'hui, il faut aller à domicile et il faut aller dans les établissements médico-sociaux. Et par établissements médico-sociaux, j'entends à la fois les établissements pour personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Avec un enjeu majeur qui est l'intégration précoce des soins palliatifs. La difficulté, c'est qu'on appelle les soins palliatifs beaucoup trop tard, à cause des réticences que j'ai pu dire tout à l'heure, en particulier sur une espèce de déni de la mort, avec une espèce de crainte que si on appelle les soins palliatifs, la personne va mourir. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, je vous demande simplement de me croire que les soins palliatifs, ce n'est pas mortel. Il a fallu faire une étude en pneumologie et montrer que lorsqu'on proposait de façon précoce des soins palliatifs à des personnes qui avaient un cancer du poumon, elles vivaient mieux, elles avaient les mêmes traitements que les autres en termes de chimiothérapie, sauf un tout petit peu moins avant de mourir, ce qui était quand même leur rendre service. Et puis on a montré qu'elles vivaient 3 mois de plus. Ce qui veut dire qu'à l'époque, avoir des soins palliatifs au moment du diagnostic faisait mieux que la dernière ligne de chimiothérapie. Alors, au moins dire que ce n'est pas mortel, j'ai le droit. Mais quand on regardait derrière l'acceptation des soins palliatifs, à votre avis, qui avait le plus de mal à proposer les soins palliatifs précoces? Les docteurs. C'est un paradoxe, parce que c'est quand même à nous de proposer. Et qui acceptait le plus la venue des équipes de soins palliatifs? Les patients. C'est notre travail au quotidien de réseau d'équipes mobiles d'arriver à, entre guillemets, vendre et dédramatiser nos actions. Je suis sûr que le patient qu'on a vu ce matin, il ne va pas être traumatisé de lui avoir proposé une télé-alarme ce matin. Bon, voilà. Non, je ne dis pas. Voilà. Donc c'est ça. On est allé le voir. Moi, je les ai accompagnés côté d'Issoire, là-bas. Et il n'a pas été traumatisé de nous voir parce que vous êtes occupés des vraies questions qui l'intéressent. Donc il faut mettre des soins palliatifs précocement. C'est le troisième axe. Le quatrième axe, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalité territoriale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que selon que l'on soit dans une région ou dans une autre, on ait 5 fois plus de chances d'accéder à des soins palliatifs de qualité, alors qu'on a démontré que c'était un véritable progrès pour la prise en compte, la prise en charge des patients.
Imaginez qu'il y ait des études qui montrent que d'une région à l'autre, on ait 5 fois plus de malchance de mourir d'infarctus du myocarde parce que les prises en charge sont différentes. Je vous laisse imaginer le titre de Libération. Et bien c'est ça aujourd'hui pour les soins palliatifs. Il y a des vraies inégalités territoriales et il faut rompre avec ces inégalités territoriales. C'est le 4e axe. Donc vous voyez qu'on a un plan qui va se décliner sur 3 ans, qui est un plan qui vise à répondre aux inquiétudes des patients. Et puis parallèlement, il y a un plan autour de, on va dire, de plus politique, qui est la réponse quand même à l'engagement du président de la République, et c'est la loi Claes-Leonetti. On va aborder la question de l'acharnement thérapeutique, des directives anticipées, et puis je vous ai promis que je vous endormirai avec la sédation. Alors d'abord, dire clairement que nous avons la chance, en 2005, d'avoir probablement la plus belle loi d'équilibre qu'il soit, qui est la loi Leonetti, dans son article qui définit l'obstination déraisonnable. Lorsqu'un traitement est inutile, disproportionné, ou qui n'a d'autre effet que le seul maintien artificiel, il peut être suspendu, arrêté ou ne pas être entrepris. Et à ce moment-là, le décès n'est pas lié à l'arrêt de ce traitement. Le décès est lié à l'évolution de la maladie. C'est le traitement qui maintenait le patient en vie. Vous voyez que ce n'est pas du tout un acte d'euthanasie. On s'autorise à ce qu'à un moment donné, la mort puisse vivre son chemin, si vous me permettez l'expression. Ce refus de l'acharnement thérapeutique, en 2005, c'est une révolution, et aujourd'hui, elle est copiée dans le monde entier. Et même les pays qui ont été vers une autre voie de dépénalisation de l'euthanasie et de suicide assisté ont quand même mis en place ce refus de l'acharnement thérapeutique. Ça n'a absolument pas changé avec la loi de 2016. Ouf, ça reste. Alors on a précisé que l'alimentation artificielle et que l'hydratation étaient un traitement comme un autre. Ça a fait débat. Certains disaient qu'il fallait que ça soit un soin, d'autres que ça soit un traitement. Il y en a eu des tonnes et des tonnes, des pages à lire, des débats, des invectives. Ce n'est pas la question. La question est de savoir si pour une personne donnée, elle considère, elle, que poursuivre une nutrition ou poursuivre une hydratation correspond pour elle à un maintien artificiel de la vie. Si tel est le cas, alors je dois pouvoir l'arrêter. Si on ne dit pas que l'alimentation et l'hydratation est un traitement, je serai obligé de le maintenir alors même que cette personne pourrait considérer qu'il s'agit d'un traitement qui relève d'une obstination déraisonnable qui ne veut pas vivre. Dans la triste affaire Vincent Lambert, la question n'est pas de savoir ce que pensent ses parents ou ce que pense son épouse. La question est de savoir si lui considère ou aurait pu considérer que la vie qu'il mène actuellement, il souhaitait vivre cette vie-là. C'est ça la vraie question. Et que si on démontre qu'il aurait pu dire qu'il ne souhaitait pas cette vie-là, au nom de quoi pouvons-nous le maintenir en vie? Et en conséquence, au nom de quoi faudrait-il poursuivre cette nutrition ou hydratation? Avec une petite précision immédiate, on ne meurt pas de soif, on ne meurt pas de faim. La faim est une sensation qui disparaît lorsqu'on est malade. Il suffit d'avoir une grippe, ce n'est pas très dramatique et on en a tous l'expérience et nos proches peuvent nous préparer tout ce qu'on veut, on sera vraiment désolé mais on ne mangera pas, même si c'est des coquilles Saint-Jacques pour un breton. Mourir de soif, non, on peut mourir de déshydratation et je ne dis pas que quand on arrête l'hydratation, la nutrition, il n'y a pas un accompagnement particulier à faire, mais la sensation de soif est liée à la sécheresse buccale. Là, je suis à peu près bien hydraté, je vais finir par bientôt avoir soif, mais la fois où j'ai fait un marathon parce que j'avais perdu un pari, j'étais totalement déshydraté, je n'avais pas soif. Alors, pour accompagner une personne qui a soif, il n'y a pas besoin de mettre des perfusions, et les soignants savent très bien qu'il suffit de faire des soins de bouche. Mais on ne va pas hydrater le patient avec une solution Dextril, on va l'hydrater avec un liquide qu'il apprécie. Donc, à mes étudiants qui auront à s'occuper de moi dans plusieurs années, le plus tard possible, je leur dis qu'à 11h, ils me proposent un soin de bouche avec un café et un sucre. À 14h, de l'eau. 17h, ils veulent ce qu'ils veulent. Et puis le soir, pour l'apéritif, je les laisse choisir, mais un petit whisky, pourquoi pas. On peut parfaitement hydrater un patient, la bouche. Et on va y associer
quelque chose d'utile pour éviter la sensation de soif, en essayant de maintenir le goût, qui est un des 5 sens que nous avons. Oui, ma petite digression pour dire qu'on n'aurait pas de faim et de soif, et que nous savons, et là il faut faire probablement appel à une équipe mobile de soins palliatifs ou une structure de soins palliatifs, accompagner une personne chez qui, parce que ça serait sa volonté, on arrête la nutrition et l'hydratation. Donc quand on refuse l'acharnement thérapeutique, je ne peux pas arrêter le traitement comme ça. Je dois, après avoir caractérisé cet acharnement thérapeutique, caractériser un deuxième élément qui est la volonté de la personne malade. Et là, il y a 2 situations qui s'offrent à moi. Soit elle peut s'exprimer, nous, ce soir, soit elle ne peut pas s'exprimer. Si elle peut exprimer, c'est simple. La personne malade décide, pour être plus clair, d'arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement, après avoir renouvelé sa décision, après un délai raisonnable. Bon, après, on peut consulter un autre médecin, bon, voilà, tout ce qu'on veut, mais le principe, c'est que c'est le malade qui décide. Cette femme âgée qui avait 85 ans, qui arrive aux urgences avec une infection du ventre, il fallait l'opérer pour savoir ce qu'elle avait. Elle avait une péritonite. Bon, elle avait une petite vie, le lit, elle allait un peu au fauteuil, elle marchait un petit peu. Il y avait déjà le chirurgien, vous imaginez le chirurgien aux urgences, scalpel entre les dents, prêt à fendre cette charmante dame. Et tout d'un coup, il m'appelle en me disant « Elle ne veut pas se faire opérer. Qu'est-ce que je fais? Je l'amène au bloc ?» Je lui dis « Non, attends, quand même, elle ne veut pas. J'arrive. » Et puis je vois cette dame qui ne voulait pas se faire opérer, qui nous explique que non. Elle sait qu'elle va mourir, mais qu'aujourd'hui, elle considère qu'elle a fait son chemin et que la vie qu'elle mène, elle avait l'impression qu'elle vivotait et je n'avais pas le droit de juger ce qu'elle me disait. Moi-même, et pourtant je ne suis pas chirurgien, je lui aurais bien ouvert le ventre quand même. Hein, parce que ça pouvait être un cancer, mais ça pouvait être aussi une occlusion qu'on aurait pu guérir. Donc au moment où elle arrive aux urgences, elle n'est pas en fin de vie, mais lorsqu'elle décide qu'elle ne veut pas se faire opérer, je vais être obligé à ce moment-là de m'assurer qu'elle ne souffre pas. On a rencontré la famille et quelques heures après, on est venu la voir et elle nous a confirmé qu'elle ne voulait pas être opérée. Je n'avais ni le droit moral, ni le droit légal de l'emmener au bloc opératoire et donc nous l'avons accompagnée, soulagée, et elle est décédée dans la nuit sans souffrir. Voilà un cas pratique d'application de la loi Leonetti qui refuse l'acharnement thérapeutique. S'il n'y avait pas la loi, je serais poursuivi pour non-assistance à personne en danger. C'est pour ça qu'il faut une loi, pour pouvoir faire en sorte que la personne choisisse. Deuxième cas de figure, elle ne peut pas s'exprimer. Supposons que cette femme qui arrive avec sa péritonite ne puisse pas s'exprimer. Toujours le chirurgien prêt à fendre, et moi pareil, quasiment prêt à y aller. Je tiendrai la main au chirurgien. Qu'est-ce que je dois faire? La loi me dit que je vais devoir décider pour cette personne qui ne peut pas s'exprimer, mais qu'avant, je vais devoir tout faire pour essayer de savoir ce qu'elle aurait pu dire de sa situation. Pour ça, j'ai 3 moyens. Vous m'excusez, c'est un peu pédagogique, mais c'est une déformation professionnelle. Hein. J'ai 3 moyens. Le premier, c'est la procédure collégiale. La procédure collégiale, ça consiste à réunir l'ensemble d'une équipe de soins et à savoir ce qu'aurait pu dire la personne. Dans cette situation, supposons que cette femme soit hébergée dans une EHPAD, dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, on va appeler l'EHPAD, on va essayer de joindre l'infirmière, l'auxiliaire de vie, on va essayer de savoir ce qu'elle aurait pu dire. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, je dois également savoir est-ce qu'elle n'aurait pas écrit des directives anticipées. Alors les directives anticipées, c'est ce que je dois écrire pour le jour où je ne serai plus capable de dire. C'est un peu stressant quand même. Hein. C'est lié à l'affaire Vincent Lambert. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de directives anticipées. Il y a les directives anticipées de choses totalement imprévisibles en termes d'accident et les directives anticipées de ce que je pourrais prévoir si le jour je suis malade. Cette femme avait soit elle avait une maladie, et elle aura peut-être pu écrire que si jamais, dans le cadre du cancer qu'elle a, elle est dans le coma ou qu'elle a une péritonite, elle ne veut pas être opérée. Elle pourra l'écrire. Si elle a écrit ça, ça suffit pour que je ne l'opère pas. On verra que ces directives anticipées s'imposent lorsqu'elles sont appropriées. Petite nuance, c'est qu'il nous faudra le temps de faire le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on soit bien sûr que ce soit une péritonite. Mais si elle dit « j'ai un cancer du ventre, si jamais j'ai une péritonite, une infection, je ne veux pas être opéré », ça sera approprié et on sera dans l'obligation de les suivre. Si jamais elle avait écrit « je veux un massage cardiaque, je
veux une ventilation artificielle, mais je ne veux pas aller en réanimation. Ou si elle avait simplement dit, je ne veux pas de tuyaux. Vous voyez bien que ce n'est pas approprié, que c'est difficile. Et là, pour ne pas suivre les directives anticipées, il faudra qu'on se mette à plusieurs docteurs, qu'il y ait une procédure collégiale. Voilà les directives anticipées. Mais écrire des directives anticipées, ce n'est pas simple. Il va y avoir un document qui va être proposé par l'autorité de santé. Sinon, vous prenez une feuille blanche, là, à vos crayons. Je sous-signé. Voilà, on n'est pas très motivé. Hein. Je sous-signé, je date ce que je veux. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je faisais une interview à Europe 1, bon, peu importe. Et puis on me posait la question, que pensez-vous des directives anticipées? Je dis oui, c'est très bien, il faut les écrire. Et je les ai écrits et voilà ce que j'ai dit. Je sors du studio, j'ai mon téléphone qui sonne, il y a ma femme qui m'appelle et qui me dit « Comment ça, elles sont où tes directives anticipées ?» Tu n'as quand même pas pu dire que tu les as écrites et mentir à la radio. Si, chérie. Donc, je les ai écrites. Je vous dis ça parce que ce n'est pas simple d'écrire. Qu'est-ce qui peut m'arriver le jour où je suis dans le coma? Parce qu'on craint que ça arrive. Alors, je les ai écrits en disant « Si je suis dans le coma, bon, si je suis dans le coma, en fait, le coma, ça ne dure pas très longtemps, donc on va dire si je suis dans un coma végétatif. Alors oui, je demande à ce qu'on ne poursuive pas les soins. Si je suis dans une situation post-relationnelle, même chose. Si je suis dans un locking syndrome, qui est une situation très particulière où on ne peut pas s'exprimer, hormis par les yeux. Ah, que dois-je dire? Alors, comme vous ou comme moi peut-être, si on était dans un état de locking syndrome, on dirait facilement maintenant qu'on n'en veut pas. Oui, mais si on regarde les études et qu'on regarde ce que disent les gens alors qu'ils ont un locking syndrome, 70% des personnes disent que leur vie vaut autant la peine d'être vécue. Oh, certains disent oui, mais ils sont un peu frontaux. Je dis, mais après tout, s'ils sont frontales, c'est une maladie neurologique, ils sont heureux, c'est le principe même des syndromes frontaux. Donc je n'ai rien dit si j'étais en situation de locking syndrome. Comme ça, vous êtes au courant de mes directives anticipées. D'autant plus que si je suis en locking syndrome, en fait, je suis capable de m'exprimer. Encore faut-il qu'on cherche si je suis capable de m'exprimer. Après, je les ai signées. Elles sont valables indéfiniment. J'ai le droit quand même de revenir dessus. C'est gentil, le législateur est sympa. Je les ai rendus publics, mais je peux les avoir avec moi. Il faudra savoir où les ranger. Et j'ai vu trois choses en les écrivant. Un, que ce n'était pas simple. Et que je pense qu'il faut, pour écrire ces directives anticipées, être accompagné avec un professionnel de santé pour être sûr que lorsqu'elles seront écrites, elles correspondent bien à ce que je veux dire et qu'elles seront interprétées comme il faut. Et la deuxième chose, je me suis dit que si j'écrivais mes directives anticipées, en fait, ce n'était pas pour moi. C'était simplement pour épargner à ma femme qu'on lui pose une question pour laquelle elle n'aurait peut-être absolument pas la réponse ou pour laquelle elle ne pourrait pas donner de réponse. Et je finis par me dire que les directives anticipées, c'est peut-être plus fait pour les proches que pour nous-mêmes, parce que le jour où on ne sera plus en capacité de s'exprimer, de toute façon, on ne pourra plus s'exprimer. Donc, j'ai écrit mes directives anticipées. Les directives anticipées s'imposent. Cette femme n'a pas écrit de directive anticipée, alors je dois voir si elle n'a pas désigné une personne de confiance. La personne de confiance, c'est la personne qui s'exprimerait en mon nom le jour où je ne pourrai plus. C'est un porte-parole. Ce n'est pas simple d'être porte-parole. Alors, comme ce n'est pas simple d'être porte-parole, si vous êtes désigné personne de confiance, vous devez signer que vous êtes d'accord. Ça, c'est une nouveauté de la loi, parce qu'en 2005, on n'était même pas obligé de signer. Donc, on a vu des personnes qui découvraient qu'elle était personne de confiance. Sandrine ne savait pas qu'elle était personne de confiance, elle n'était pas obligée de signer. Aujourd'hui, il faut co-signer le fait qu'on est une personne de confiance. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, supposons qu'une de ses filles soit personne de confiance, j'irai voir sa fille, je dirai, voilà, votre mère a une péritonite, il faudrait l'opérer, a-t-elle dit quelque chose auparavant de ce qu'elle souhaiterait ou pas? Je ne demanderai pas à la fille, qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est vraiment la traduction de la pensée. C'est pas simple. Et s'il n'y a pas de personne de confiance, alors j'irai consulter la famille ou les proches. Donc vous voyez qu'il y a une vraie hiérarchie, la procédure collégiale, les directives anticipées, il n'y a pas de directive anticipée, une personne de confiance, il n'y a pas de personne de confiance, la famille ou les proches. Quand je dis ça, ne vous sentez absolument pas obligé d'écrire des directives anticipées, ne vous sentez absolument pas obligé de désigner une personne de confiance. Nous savons très bien faire, les soignants, prendre des avis auprès de la famille. Je peux parfaitement entendre que s'il y a 3 ou 4 frères et sœurs, on n'ose pas désigner un plus que l'autre.
Donc voilà le grand principe du refus de l'obstination déraisonnable. On caractérise inutile, disproportionné, n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Première chose, c'est caractérisé. Je regarde la vie de la personne, elle peut s'exprimer, elle dit qu'elle n'en veut pas, c'est OK, elle n'aura pas. Elle ne peut pas s'exprimer, j'essaie de savoir ce qu'elle aurait pu dire. Procédure collégiale, directive anticipée, personne de confiance, et à défaut de tout ça, la famille. Et ensuite, j'assume une décision pour ne pas faire reposer la décision sur un membre d'une famille. Je préfère que ce soit nous, les professionnels de santé, en particulier, qui après aient un doute d'une mauvaise décision, plutôt qu'une famille. Et je préfère qu'une famille crie sa colère sur moi-même que sur elle-même. Et je verrai toujours cette femme, alors qu'on arrêtait une machine de cœur artificielle à son mari, dire « Ne me demandez pas si je suis d'accord. Simplement, je comprends votre décision. » Je crois que cette femme avait tout dit de la difficulté de demander un avis. Elle ne pouvait pas dire qu'elle était d'accord que l'on arrête un traitement qui maintenait son mari. Refus de l'acharnement thérapeutique, favoriser la parole des malades, faire en sorte également de tout faire pour calmer la souffrance d'un patient, même si le traitement peut avoir comme effet secondaire d'accélérer la survenue des décès. Ça, c'est le principe du double effet qui est dans la loi. Et puis enfin, l'idée de pouvoir faire dormir un patient si sa situation le nécessite. La sédation, cours accéléré en 5 minutes. L'idée, je pense qu'on va tous la partager ensemble, c'est que certains patients peuvent présenter des situations de fin de vie inacceptables. Vous m'excuserez d'une description peut-être un peu difficile. Supposons qu'un patient se mette à asphyxier, par exemple, ou se mette à cracher du sang. Est-ce qu'on va le laisser mourir d'asphyxie, se voir mourir? Est-ce qu'on va le laisser se voir saigner? Est-ce une prise en charge acceptable au XXIe siècle? Non. Dans ce cas, c'est une technique médicale que nous connaissons depuis plus de 20 ans, que nous mettons en œuvre exceptionnellement, mais suffisamment pour en avoir une très bonne expérience, qui consiste à endormir un malade qui arrive au terme de sa vie, chez qui on a arrêté tous les traitements de maintien en vie et qui présente un symptôme réfractaire. Quand on endort ce malade, il dort, il ne se réveillera pas, on l'endormira de façon profonde et jusqu'au décès, mais il ne mourra pas de la sédation. Il mourra de sa maladie, de son hémorragie, de son asphyxie, mais on lui aura épargné l'effroi de se rendre compte de cette situation. Je considère que ça, c'est un juste soin. C'est une pratique médicale, c'est une technique médicale que nous connaissons les docteurs et que les infirmières connaissent également. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est du vrai soin. Il s'agit donc d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le patient présente un symptôme réfractaire. Et puis, de temps en temps, il y a des symptômes réfractaires qui sont temporaires, où il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Alors, il ne s'agit pas de la simple angoisse. Je vais prendre un exemple, excusez-moi, je n'aime pas l'avion. Alors, quand je prends un avion, je prends un petit anxiolytique avant. Les 20%, il paraît à faire ça. Puis voilà, c'est de l'anxiolyse. Ça calme mon angoisse. Normalement, ça passe. Mais quand j'ai des longs trajets, ça passe, c'est un peu long à passer. Alors je dors. Et pour dormir, qu'est-ce que je fais? Je prends un hypnotique, Stilnox, un peu d'anxiolytique, 2 whisky, et là, je dors. Dernière fois que j'ai fait ça, je ne me suis même pas rappelé de ce que j'ai mangé dans l'avion. C'est une sédation temporaire. C'est un peu pour alléger. Vous avez des patients qui ont des angoisses, mais 10 fois pire que moi qui prends l'avion. Quand je parle de l'avion, j'ai presque honte. C'est pour que vous compreniez ce que c'est qu'une sédation. Je ne voudrais pas vous gâcher, on arrive à l'heure du sommeil, votre nuit prochaine. Imaginez que demain, vous ne soyez pas sûr de vous réveiller. Vous allez voir que vous allez avoir plus de mal à vous endormir. Ben, les patients, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Ils ont cette crainte qui est légitime, que j'entends, qu'on entend. L'idée, c'est de les aider à dormir, mais de les assurer aussi que demain, ils vont se réveiller. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? À 22h, on débute une sédation, qu'on arrête à 6h du matin. On a fait une sédation temporaire pour un symptôme réfractaire. Voilà, la sédation en clinique. Il y a un autre cas de figure qui consiste simplement à dire que dans certaines situations, les patients vivent avec des traitements. Ils ont une ventilation artificielle, ils ont un tube qui les aide à respirer. Et puis,
parce que ça relève de l'acharnement thérapeutique, on va enlever ce tube. On sait qu'en enlevant ce tube, il risque de subir un étouffement, une gêne respiratoire. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, on regarde ce qui se passe, on dit « Ah bah oui, vous avez mal, on peut vous endormir ». Ou est-ce qu'en accord avec eux, on peut les endormir juste avant, et puis on va arrêter les traitements qui les maintiennent en vie? Ce n'est pas la sédation qui les aura tués, c'est clairement le fait d'avoir arrêté un traitement qui les maintient en vie. On est dans une sédation profonde et continue, jusqu'au décès, par un principe de précaution. Ça relève aussi du soin. C'est ce qu'on fait chez les patients qui sont dans le coma, chez qui on arrête les traitements. Chez Vincent Lambert, si un jour on arrête la nutrition ou l'hydratation, il sera tout à fait normal de l'endormir pour être sûr qu'il ne perçoive rien de ce qui va lui arriver. Ça me paraît logique. Ça, les 3 éléments que je vous ai donnés, c'est aujourd'hui les justes pratiques médicales. C'est les recommandations de l'ASFAP. Tu es d'accord avec moi, hein? Voilà. Durant les débats parlementaires, on s'est aperçu que ce n'était pas mis en œuvre dans un certain nombre de situations. On a eu des descriptions d'agonie douloureuse, de symptômes réfractaires qui persistent. Et donc, qu'a dit le législateur? Et je le résume. En 2005, on vous avait dit à vous, docteurs, que ça devait être de votre devoir de soulager. On a eu à entendre des situations inacceptables. Donc aujourd'hui, on va donner un droit aux malades d'être endormis dans certaines situations. Et ces situations, elles sont ni plus ni moins celles que je vous ai décrites. C'est-à-dire qu'un malade peut demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. S'il est atteint d'une maladie grave et incurable, si il a demandé d'arrêter l'ensemble des traitements qui le maintiennent en vie, si le décès survient à court terme et s'il présente un symptôme réfractaire, ou alors s'il a demandé d'arrêter un traitement qui va avoir comme conséquence la survenue d'un décès à court terme. Un symptôme réfractaire, j'ai le droit de demander à être endormi. Si jamais je demande à arrêter moi-même un traitement qui va entraîner un décès à court terme, et la notion de court terme, pour le législateur, c'est quelques heures à quelques jours. Ça a été précisé dans les débats parlementaires. Alors, je peux demander à être endormi. Comme dirait Leonetti, j'ai le droit à ce moment-là de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Certains ont vu dans le texte législatif des risques de dérive vers l'euthanasie, vers le suicide assisté. Ces risques existent. Comme il existe, aucune loi n'est parfaite. Il y avait des risques en 2005. Ça sera à nous soignants de s'assurer que nous mettons en œuvre correctement ce dispositif législatif. Et donc, il en est de notre responsabilité de bien informer l'ensemble des patients, des familles, des usagers, de bien nous former pour être sûr que nous maîtriserons suffisamment à la fois les textes législatifs, que les soins palliatifs sont suffisamment développés pour que les patients soient soulagés. C'est ça que nous devons aux patients, de les assurer qu'à la fin de leur vie, ils seront écoutés, soulagés et accompagnés là où ils souhaiteront. Alors, pour conclure, je voudrais terminer par une phrase qui n'est pas de moi. Jean Leonetti, compte tenu de la complexité des situations cliniques et de la pluralité des demandes ou repères de nos contemporains, je ne suis pas sûr qu'il puisse exister un système juridique, une disposition juridique qui conviendrait à tous. Le cadre actuel ne convient pas, et on peut l'entendre aux personnes qui souhaitent que les médecins puissent réaliser des euthanasies. J'entends parfaitement cela. La dépénalisation ou la légalisation de l'euthanasie apparaît inadaptée ou potentiellement dangereux à des soignants, et on doit pouvoir entendre ça. Quant à la question du suicide assisté, elle relaie, j'ai évoqué tout à l'heure, plein d'autres questions concernant le vivre ensemble. Et dans ce contexte, il ne peut pas, à mon sens, y avoir de réponse binaire entre dépénaliser ou pas l'euthanasie. La question n'est pas là. La sagesse est peut-être de reconnaître qu'il n'existe pas de système juridique qui permettrait de couvrir l'ensemble des problèmes posés par la fin de vie. Et moi, j'ai invité le législateur, et je crois qu'il a un peu entendu, et je nous invite tous à continuer à chercher des pistes d'amélioration dans nos pratiques, encore dans la loi, dans les décrets d'application qu'il faut écrire, pour que cette loi,
justement, continue à porter sa propre cohérence et vise à garder le juste équilibre proposé par notre dispositif entre le refus de l'acharnement thérapeutique et le soulagement, sans franchir une loi qui viserait à dépénaliser l'euthanasie. Et finalement, la question que je me pose et l'affirmation que j'ai envie de donner, c'est que l'objectif d'une société, l'objectif des médecins, parce que des soignants, n'est pas forcément de s'attribuer de nouveaux pouvoirs. Il faut savoir être humble. Elle est plutôt dans notre capacité collective à mettre en œuvre une présence solidaire et efficace, ainsi qu'un accompagnement respectueux lorsqu'un de ses membres est confronté à la mort. Et j'ai l'intime conviction que c'est le travail de tous les soignants, et j'en suis ravi que ce soit pour les 10 ans de Palliadome, mais que c'est aussi le travail des bénévoles, et que si on regarde attentivement, c'est aussi la fonction des aidants et la fonction de la société entière de s'intéresser à l'accompagnement d'un des leurs qui nous quitte. Merci beaucoup.